Ça fait plaisir de revoir N'Golo Kanté avec le sourire. J'avais l'impression que ça faisait hyper longtemps, les gars. Je sais pas si c'est de l'IA, si c'est pas de l'IA. Non, plus sérieusement, les gars, l'opération Coupe du Monde pour N'Golo Kanté à 34 ans est activée. Il vient de rejoindre le Fenerbahçe, donc très bon club en Turquie. Championnat très compétitif qui attire beaucoup de talents sur les 2 dernières années, qu'on soit honnête. Donc voilà, il va potentiellement jouer des matchs européens aussi. Donc voilà, le mec veut jouer à un très haut niveau, veut se remettre en forme pour potentiellement être sélectionné à la Coupe du Monde dans la liste de Deschamps. Est-ce que vous, les gars, vous pensez qu'N'Golo Kanté sera dans cette liste? Moi, j'ai aucun doute que de toute façon, même si, entre guillemets, il joue en Arabie Saoudite, il avait toujours un bon niveau. On sait que c'est un travailleur, qu'il a un leadership quand même dans le vestiaire, il a une renommée. C'est un mec qui est très important d'avoir, donc je pense, moi, qu'il sera sélectionné. Surtout qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe du Fener. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais de voir Kanté avec le sourire, ça régale. La Turquie, va falloir l'accueillir les bras ouverts. Je ne l'avais jamais vu se vénère parce que ce qu'il vient de faire, là, N'Golo Kanté, malgré la visite médicale passée avec le Fenerbahçe, le transfert était littéralement sur le point de tomber à l'eau. Via un communiqué officiel du Fenerbahçe, le club a clairement dit qu'ils avaient tout fait. Les Khalid, son club respectif jusqu'à hier, avaient tout fait capoter. Pour que N'Golo Kanté en vienne à ne pas s'entraîner, à refuser de s'entraîner aujourd'hui, en leur disant qu'il est catégorique que c'est le Fenerbahçe ou rien, et que ça a permis bien évidemment que les négociations ont repris entre Fenerbahçe et l'Etihad. J'ai plus l'article devant moi là, mais lui-même qui avait fait d'ailleurs un courrier à son club en leur demandant, un courrier qui était aussi adressé à la Saoudia Pro League de le laisser partir si je me trompe pas. Non franchement, hein, bonhomme, une promesse c'est une promesse avec lui. Quitte à ce que tout le monde sache sur internet qu'il a refusé de s'entraîner pour son club respectif, il a tout fait jusqu'au bout pour rejoindre la Turquie et on dirait bien que ça va se faire. Mais à l'Etihad, hein, vraiment, c'est une dinguerie. Pour en venir à vénérer N'Golo Kanté et Karim Benzema, et que les deux joueurs partent du club dans la même période, c'est qu'il a dû vraiment se passer des choses bizarres dans ce club. En tout cas, à Fenerbahçe, en Turquie, je m'attends à avoir de la foule pour l'accueillir, les gars. Non, franchement, hein, c'est trop fort ce qu'il a fait. Je vois donc le Paris Saint-Germain terminer entre la 9e et la 16e place. Vous avez été nombreux à m'insulter pour ça, à me dire non mais le PSG on terminera 4e, 5e, 6e, 2e, on est champion d'Europe. Je vous avais dit les gars, on va être à court physiquement, on va avoir beaucoup de blessures. La saison dernière elle a été plus qu'éprouvante, on l'a terminé super tard. Et c'est plutôt logique que la saison d'après, elle ne soit pas tout autant historique. Et surtout, rappelez-vous, on n'a pas besoin d'être dans le top 8 pour gagner la Ligue des Champions. On l'a prouvé la saison dernière. Certains veulent nous faire croire que c'est une anomalie, etc. Ça on le verra dans 10 ans, on fera des statistiques sur les 10 dernières années. Là c'est un nouveau format, vous pouvez pas savoir. Personnellement je reste très confiant. Le joueur le plus aimé du monde va rejoindre le Fenerbahçe jusqu'en 2028 avec évidemment en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. Ce joueur qui avait quitté Chelsea en 2023 pour rejoindre l'Arabie Saoudite, beaucoup l'avaient critiqué pour ça, mais si ces gens savaient vraiment pourquoi il avait rejoint l'Arabie Saoudite, ils parleraient moins. Parce qu'en 2023, Kanté avait l'impression d'avoir tout accompli en Europe. Le gars a quand même soulevé la Ligue des Champions, l'Europa League, mais surtout le trophée ultime, la Coupe du Monde. Donc il a accepté de quitter l'élite pour partir en Arabie Saoudite, avec un contrat à plus de 100 millions d'euros quand même. Mais à ce moment, beaucoup n'ont pas compris son choix. Le gars était le titulaire indiscutable à Chelsea. Pourquoi avoir choisi l'Arabie Saoudite pour l'argent? S'il a fait choix, il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est qu'il est musulman. Et vu que l'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman, c'est plus facile pour exercer ta religion là-bas. Et la deuxième raison, c'était surtout pour transformer la vie des siens. Parce qu'il avait dit un jour, mon meilleur investissement, c'est d'aider mon peuple. Le peuple dont il parle, c'est le Mali, où sont originaires ses parents. Et c'est pour ça que là-bas, il a construit des écoles, des hôpitaux, des stades, des réserves d'eau. Il a investi énormément de son salaire au Mali. Mais évidemment, il l'a fait discrètement. Maintenant, c'est la fin de son aventure en Arabie Saoudite. Il va rejoindre le Fenerbahçe dans une compétition plus compétitive, surtout que le Fenerbahçe joue la Ligue Europa. Et en rejoignant ce club, on pense tous que son objectif est clair, arriver dans la meilleure forme possible pour le Mondial 2026. N'Golo Kanté va signer au Fenerbahçe, c'est bouclé. À votre avis, qui fait la bonne affaire? N'Golo Kanté, il a pris son billet en Arabie Saoudite, maintenant il vient tranquille. C'est Fenerbahçe qui fait la bonne affaire, c'est pas Kanté. Parce que Kanté, c'est, je pense, encore un passionné qui veut encore jouer. Mais malheureusement, il n'y a pas eu preneur par rapport à sa masse salariale énorme. Déjà qu'il a eu en Arabie Saoudite, c'est juste pour ça. C'est juste une question de salaire. Mais c'est là, c'est Fenerbahçe qui trouve un N'Golo Kanté. Ok, c'est pas prime, mais ça reste N'Golo Kanté, les gars. Au milieu de terrain, ça va vous faire plus que du bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, c'est une dinguerie Erdogan qui permet à Kanté de quitter l'Arabie Saoudite. Les gars, c'est une dinguerie, mais pourquoi en Arabie Saoudite, la gestion des transferts elle est aussi médiocre? Quand tu vois Al Ittihad faire 2 erreurs administratives sur le retour de Kanté en Europe, c'est juste vraiment un manque de sérieux du club. Et après ça, Fenerbahçe qui poste des tweets en accusant Al Ittihad parce qu'ils ont raison en soi, ils ont vraiment raison. Donc en gros, le lendemain de tout ça, Erdogan il est parti en Arabie Saoudite pour négocier avec le prince héritier
pour permettre à Kanté de signer à Fenerbahçe. Et voilà le travail direct après l'officialisation de N'Golo Kanté qui signe à Fenerbahçe. Et tout ça, ça a permis à En-Nesyri de se faire libérer par son club et de signer à El Jihad. Donc je sais vraiment pas si c'est un bon choix de carrière, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est En-Nesyri, c'est du En-Nesyri, frère, c'est du En-Nesyri tout craché. Donc au final, tout est bien qui finit bien pour N'Golo Kanté et à pouvoir jouer l'Europa League avec Fenerbahçe pour mieux se préparer à la Coupe du Monde 2026 qui arrive dans même pas 6 mois. Mais au moins maintenant, on sait une chose, c'est que l'Arabie Saoudite, ils ont une grande faiblesse dans les démarches administratives. N'hésite pas à t'abonner. Famille, j'ai une info d'une source très proche de la famille du joueur qui vient de me parvenir. Donc du coup, la raison de l'échec du transfert de N'Golo Kanté à Beşiktaş, c'est uniquement que en fait, je supporte Galatasaray. Donc ça aurait pas pu le faire. En fait, d'une manière ou d'une autre, l'univers, Dieu a décidé que c'était pas possible. Voilà, je pouvais pas trahir la Honda. Moi, je suis branchée Galatasaray et ça le restera. Donc, il peut pas y avoir un joueur que j'aime à Fenerbahçe. C'est pas possible. Les transferts officiels du mercredi 4 février, c'est parti. On commence tout d'abord avec N'Golo Kanté. C'est officiel, il quitte son club saoudien d'Al Ittihad qui ne voulait pas lâcher Al Ittihad. Il souhaitait absolument le conserver. C'est surtout Kanté, les gars, qui a forcé son départ pour revenir en Europe. Un choix certainement réfléchi à 5 mois de la Coupe du Monde. Donc il débarque du côté du Fenerbahçe. Et du coup, cette équipe turque, les gars, le Fenerbahçe a quand même enregistré 3 signatures françaises sur ce mercato hivernal. Avec bien sûr Kanté qui est arrivé libre. Sidiki Cherif, donc ce joueur, les gars, qui arrive en provenance d'Angers pour 25 millions d'euros. Et Guendouzi qui arrive en provenance de la Lazio pour 28 millions d'euros. Autre transfert officiel, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Donc lui quitte le Fenerbahçe et débarque du côté d'Al Ittihad. C'est le Marocain Youssef En-Nesyri qui s'engage du côté du championnat saoudien. Lui aussi débarque du côté d'Al Ittihad, les gars. C'est l'attaquant français Georges Ilnekena. Donc il signe du côté d'Al Ittihad pour 33 millions d'euros. A noter que l'équipe de Monaco qui l'a vendu bien sûr à Al Ittihad, elle l'avait acheté 17 millions d'euros en 2024. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec une autre info officielle, mais d'un coach, bon, très peu connu, les gars, c'est Oscar Ilgermark. Donc ce coach-là est le nouvel entraîneur de Pise. Donc il succède à Alberto Gilardino, viré par rapport aux derniers résultats catastrophiques de Pise. Oui. Là, le football a gagné. Fenerbahçe a gagné. Fenerbahçe a bien dit qu'il lâcherait pas l'affaire. Le Kanteto, Fenerbahçe, here we go. Là, une seconde. Fenerbahçe, il va falloir assumer. Parce que N'Golo Kanté est un homme de parole. Il a tout est vrai. Bien sûr que le Fener n'a rien lâché. N'Golo Kanté, après avoir dit oui au Fener, derrière, Al Ittihad fait tout pour capoter ce transfert. N'Golo Kanté qui non seulement refuse de s'entraîner avec Ittihad, ensuite il implique personnellement, en écrivant même une lettre, respect N'Golo, respect aussi à Fener, avoir tout fait pour donner raison au football. Derrière, il va falloir assumer. Restez pas aussi à savoir que dans ce deal, N'Golo Kanté d'Al Ittihad à Fenerbahçe, Youssef El-Nasri qui est inclus dans le deal. Lui va quitter Fenerbahçe pour rejoindre Al Ittihad. Moi, je suis content pour cet homme-là. Content parce qu'il quitte ce haram ball. Il est complètement libéré de la merde qui se passe en Arabie Saoudite en ce moment. Rejoindre simplement l'Europe à quelques mois de la Coupe du Monde. Gros coup pour N'Golo Kanté et gros coup pour le Fener, qui d'ailleurs réalise un mercato simplement extraordinaire dans ces derniers temps. Là, le football rayonne. Science et tout. Et si le nouveau Karim Benzema était déjà en Ligue 1? On ne présente plus le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, Tolisso, Lacazette ou l'immense Karim Benzema Ballon d'Or 2022. Depuis toujours, le club rhodanien est une machine à inventer des cracks et ça n'a pas l'air de s'arrêter. Bouge pas, je t'explique tout, mais avant pense bien à t'abonner, tous les jours ici on parle de foot. Cette année à l'OL, une nouvelle vague de gones est arrivée. Khalis Mera souvent comparé à Oussem Aouar, Alejandro Gomez Rodriguez ou encore Adil Hamdani par exemple. Et ce qui est génial, c'est que ces cracks lyonnais arrivent au meilleur des moments dans une période compliquée financièrement qui a failli emmener l'OL en Ligue 2 et qui les a énormément pénalisés sur le dernier mercato. Certains prédisaient une saison moyenne voire compliquée pour les Lyonnais, mais grâce à la force du collectif et à toutes ces jeunes pépites, ils sont sur une série de folie, 9 victoires consécutives, une première depuis 2006 et ils ont même terminé premier de l'Europa League. L'OGC Nice devrait prendre exemple. Alors avec une forme pareille, les supporters lyonnais se mettent à rêver d'une saison exceptionnelle comme à l'époque du grand OL de Benzema. Et ça tombe bien car son régène est déjà dans le 69 et non, je ne vous parle pas de Hendrik le Brésilien, mais bien d'un pur produit lyonnais qui hier a connu sa première titularisation en Europa League face au PAOK Salonique. En marquant hier soir à seulement 17 ans et 334 jours, Rémi Imbert vient de réaliser l'impensable, battre le record de précocité de Karim Benzema. Bon, malheureusement pour lui, son record a été battu dans le même match à la 93e minute par son pote Alejandro Gomez et Georges Mikotadze a apprécié, il a tweeté
tweeté pour féliciter les pépites lyonnaises. Mais pour son premier but en pro, Humbert n'a pas seulement montré son sang-froid, il a montré qu'il avait déjà tout d'un grand. C'est un attaquant moderne, ultra mobile, avec une grande qualité d'appel. Techniquement, c'est l'école lyonnaise, donc c'est très soyeux. Première touche de balle hyper propre et vision du jeu hyper élevée pour être très bon dans les petits espaces. Et ce qui est encore plus beau, c'est que quand il a marqué son but, il a fait la célébration de Memphis Depay, un joueur qu'il appréciait beaucoup durant sa jeunesse. Alors est-ce qu'il aura la même carrière que Benzema ou Depay? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit aller réviser car semaine prochaine, il a ses partiels de son bachelor en marketing sportif. Bonne chance à lui. Non, l'OM, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Vous avez fait exprès de vous faire remonter par le Paris FC pour faire plaisir à Kiki et Pichoun qui étaient venus au stade. Franchement, l'OM, gros respect. Deuxième scénario catastrophique pour l'OM cette semaine. Faut leur dire qu'un match peut durer 95 minutes, 93, 91 minutes puisque Kebal a égalisé à la 91e minute sur penalty sur une sortie catastrophique de Rouli qui réalise encore une prestation, voilà, dégueulasse. Rouli en ce moment il est horrible. Ce gars aussi, qu'est-ce qu'il est nul. Balerdi, un des défenseurs les plus surcotés des dernières années. Comme Aloro au Barça. Balerdi et Aloro, c'est même combat. Tout le monde croit qu'ils sont forts, mais ils sont nuls. Aucun sens du jeu, aucune vision. Juste un petit peu des brutes physiques. Franchement, lui, il faut vite le dégager de l'OM. Et le pire pour l'OM, c'est pas qu'ils gagnaient 2-0 et qu'ils sont remontés à 2 buts partout alors que les supporters étaient en folie. Voilà, il y avait plein de Marseillais au Paris FC. Non, ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que c'est un Marseillais qui le met le but. C'est un minot Marseillais qui te met le penalty en barre rentrante à la 91e minute. La semaine dégueulasse de Marseille, Troubine, Kebal, les 2 fois dans les arrêts de jeu. Force aux Marseillais, on est archi pas ensemble. Et je vous remets juste l'image de Troubine pour le plaisir. Il nous a enfanté, les gars. Il nous a enfanté. Rafik Kokodjojo nous a fanté, les gars. Mais heureusement, moi, je suis pas tombé dans le piège, j'en étais sûr, les gars. Voilà, moi, je suis pas tombé dans le piège, j'en étais sûr. Parce que hier, il s'est affiché comme ça sur les réseaux pour nous montrer que voilà, il avait raccourci ses cheveux parce que ses cheveux avaient trop poussé. Il a fait le mec qui était triste car il pouvait plus faire ses tresses. Moi, je le savais que c'était un prank, les gars. On a vu qu'il avait encore assez de longueur pour faire ses tresses. On l'a attrapé, les gars. C'était un prank. Il est arrivé aujourd'hui au gala de Mundo Deportivo avec sa femme et il est encore sous tresse, les gars. Ne vous inquiétez pas, Rafik Kokodjojo est encore là. Il le sait lui-même, les gars, que depuis le premier jour, il a joué un match avec ses tresses. Il l'a transformé. Il ne peut plus jouer sans ses tresses, les gars. Il ne peut plus jouer au football sans ses tresses. Nous, on veut plus revoir le Brésilien cheveux lisses, cheveux curly, tout ce que vous voulez. Sur un terrain de football, nous, tout ce qu'on aime, c'est Rafik Kokodjojo. En tout cas, pendant la cérémonie, il a évoqué le cas de sa blessure. Il a déclaré non, théoriquement, ce sera une courte période. J'essaie de récupérer le plus rapidement possible afin de pouvoir retourner sur le terrain. Donc voilà, ce matin, on nous a annoncé que la durée de sa rééducation était estimée à 1 semaine. Si lui-même le dit que ce soit pendant une courte période, les gars, pas besoin de s'inquiéter. Il devrait revenir rapidement sur les terrains, mais il ne sera pas là demain. En tout cas, c'est la meilleure chose qu'il se blesse maintenant parce qu'on n'a pas de gros matchs en vue. Je préfère largement qu'il se blesse ou qu'il les dégène maintenant plutôt qu'en mars quand les 8e, etc. vont arriver. Rafinha, en tout cas, c'est la dernière fois que tu joues avec nous. Nous, on blague pas avec les trucs comme ça. Non, les gars, me dites pas que c'est la fin. Regardez Rafinha. Ne me dites pas que c'est la fin. Rafinha sous tresse, aka Rafik Kokodjojo. Ce surnom légendaire que KB nous a donné. Me dites pas que c'est la fin. Pourquoi il fait cette tête? Pourquoi il fait cette tête? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Me dites pas que c'est la fin de Rafik Kokodjojo, les gars. Rafinha, faut arrêter tes bêtises. Nous, on rigole pas avec les trucs comme ça. Pourquoi il fait le mec triste, les gars? Dites-moi, pourquoi il fait le mec triste? Me dites pas que c'est la fin de Rafik Kokodjojo. Parce que lui, regardez, il a raccourci ses cheveux. Voilà, ses cheveux commencent à devenir trop longs, il les a coupés. Mais là, il a toujours assez de longueur pour faire des tresses. Donc, je comprends pas pourquoi il fait le mec triste. En tout cas, j'espère que c'est pas la fin de Rafik Kokodjojo. Normalement, tous les Barcelonais savent qu'il y a une histoire entre Rafinha et les tresses. Que Rafinha sans les tresses, c'est un tout autre joueur, les gars, et tout le monde le sait. La première fois qu'il a fait ses tresses pendant un match, c'était passé au PSG en Ligue des Champions, où il a mis un doublé, il a fait son câlin à Ronaldinho, et depuis ce jour-là, les gars, c'est un tout autre joueur. Tout le monde la connaît cette histoire, les gars, mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ce jour-là, il me semble qu'il y a que 1 ou 3 matchs où Rafinha n'a joué sans ses tresses depuis ce jour-là. C'était lors de la pré-saison, mais depuis, je pense qu'il n'y a aucun match officiel où Rafinha a joué sans ses tresses. Lui-même, il l'a su, les gars, que le match face au PSG en Ligue des Champions, où il a joué avec les tresses pour la première fois, il est devenu un tout autre joueur, il a fait une perf incroyable. Il sait que quand il a ses tresses, c'est pas le même joueur. Là, maintenant, il fait le mec triste, peut-être qu'il a décidé qu'il allait plus refaire les tresses. Et on le saura très vite si c'est quand il joue sous tresse qu'il est fort ou non. Parce que le Barça joue déjà après-demain face à Albacete. Même si je pense bien évidemment que ça a rien à voir, c'est pas les tresses qui vont rendre fort un joueur, les gars, faut pas abuser. En tout cas, Rafinha commence pas à nous faire peur. On sait très bien que t'as assez de longueur pour encore refaire des tresses. Alors, du prochain match, on a intérêt à te voir avec les tresses parce que c'est là que t'as le plus d'aura. Que t'es le Brésilien le plus fort au monde et que personne ne parle avec toi. En fait, ce qu'on dit dans la vie, vaut mieux rigoler que pleurer. Parce que là, j'arrive pas à comprendre. Je suis le premier à dire qu'on doit vendre. S'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, on a un club de PL, Bournemouth, récemment, on a négocié avec eux par rapport à Jean. Ils ont proposé d'acheter Fran Garcia. À votre avis, ils ont dit quoi à Madrid? Non, on ne veut pas vendre Fran Garcia. Surtout qu'à gauche, attendez, on a Carreras, le titulaire entre guillemets, indiscutable, même si Camavinga, il a pris sa place.
par exemple pour le match face à Rayo Vallecano. Ensuite, tu as par exemple Mendy qui peut revenir de blessure. Moi, je dis Mendy, il peut faire mieux que Fran Garcia. Mais on a même Victor Valdepeñas aussi à la Castillas. Mais on veut garder Fran Garcia. Mais pourquoi? Expliquez-moi, moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. J'arrive pas à comprendre. Une chose que je dois remercier Arbeloa, c'est que depuis son arrivée, on n'a pas vu Fran Garcia. Je crois qu'il l'a mis dans un seul match. Hier, le Barça s'est qualifié en demi-finale de Coupe du Roi face à Albacete. Les infos qu'on a eu après le match, les gars, je vous explique ça. Pour commencer, le Barça a gagné 16 de ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Notre seul faux pas, c'était face à la Real Sociedad et ce match-là, on aurait dû le gagner. Et malheureusement, la VAR, on a décidé autrement ce jour-là. En tout cas, il faut savoir que ces 16 victoires-là sont arrivées après la défaite face à Chelsea. Et je rappelle que ce jour-là, Hansi Flick avait déclaré qu'on verrait un meilleur FC Barcelone. Il voyait les joueurs à l'entraînement et qu'il voyait une amélioration. Et depuis, les gars, les résultats ne mentent pas. Même s'il y a encore beaucoup de défauts dans l'équipe, notamment la défense, et qu'il y a beaucoup de joueurs qui individuellement ne sont pas au niveau, comme Koundé, comme Baldé, comme Koubarsi. Le Barça est sur une très bonne forme actuellement. Le Barça veut garder Rashford mais ne veut pas payer les 30 millions de l'option d'achat. Le club veut baisser l'indemnité de transfert. Personnellement, moi, à l'heure actuelle, si on me demande de prendre Rashford ou non, mon avis il est plutôt mitigé. Certes, il stade beaucoup. Il est dans le top 3 des joueurs les plus décisifs du Barça actuellement. On va pas se mentir les gars, c'est pas assez un tueur devant les cages, en tout cas actuellement. Autant on sait qu'il peut beaucoup mieux faire. Il fait pas assez de différence sur son côté, sachant qu'il est Marcus Rashford, les gars, on sait très bien de quoi il est capable. On l'a vu hier face à Albacete. Il y a une action, il est parti provoquer sur son côté, il a gagné beaucoup de mètres, il a donné un retrait sur Dani Olmo. Malheureusement, il a pas réussi à finir. C'est ce Rashford là qu'on veut voir à chaque entrée et qu'il tue à chaque fois qu'il a un face à face parce qu'il en rate trop. Moi, j'attends juste qu'il fasse ça et pour moi, ce sera un oui tous les jours. Des nouvelles de Gavi et de Pedri, les gars. Ça fait tellement plaisir de les revoir comme ça. Ils seront bientôt de retour sur les terrains. Concernant Pedri, il devrait revenir fin du mois. Et Gavi début mars, mais lui s'est fait les croisés donc ce retour va prendre du temps. Et pour terminer le message de Araújo, je tiens à les remercier de m'avoir aidé à revenir. Quand j'ai marqué, tous mes coéquipiers m'ont serré dans leurs bras, m'ont soutenu et m'ont dit que je le méritais. Après tout ce qu'il a traversé, les gars, franchement, ça fait plaisir pour Araújo. Il a également déclaré: mon but est dédié à mon Seigneur et Sauveur Jésus. Amen, tout simplement. Moi, je l'ai dit, les gars. Il est parti se ressourcer à Jérusalem. C'est le moment ou jamais pour monter dans son train. Il a le Saint-Esprit en lui, les gars. En tout cas, hier, il a bien repris son rythme. Il a fait un bon match. En espérant qu'il continue sur cette lancée. L'actu foot côté Real, on se marche matin. C'est parti. Arbeloa a donné 2 jours de repos à nos joueurs. Donc hier et aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas. Reprise d'entraînement demain. Est-ce que c'est bien ou pas? On a l'impression qu'il est en train de mettre la méthode Ancelotti en place. Pour l'instant, on ne va rien dire, mais on attend de voir sur le terrain. Si ça se passe mal, t'inquiète pas qu'on va te tomber dessus aussi. Hein. Par contre, il y a quelqu'un qui a très bien compris. Arda Güler, il a dit, voilà, ici, il n'y a pas de jour de repos. Surtout avec l'absence de Bellingham au milieu de terrain. Il a quelque chose à jouer, Arda. En parlant du milieu de terrain, tout indique qu'avec le retour de Arnold, peut-être face à Valence, on verra bien, Valverde va retrouver son poste de milieu de terrain. Keith Smith, apparemment, c'est la priorité numéro 1 au milieu de terrain. Surtout qu'il y a Djoni Calafat qui l'a observé pendant plusieurs semaines. Mais vous savez très bien, son âge, ça va poser problème. Azel Kemal et Real, c'est pas du tout la même chose. Il va venir, il va faire 2-3 mauvais matchs. Chez nous, il n'y a pas la patience. Même s'il a du talent, la patience, encore une fois, chez nous. Sans oublier Vitinha, voilà, Real, ils ont compris que ce dossier-là, il est hyper compliqué. Mais si Vitinha fait le premier pas avec son agent vers le Real, ils sont prêts à entamer la négociation avec le Paris Saint-Germain. Une négociation hyper compliquée, encore une fois. Hendrik, qui vient à peine d'arriver, il n'a même pas installé ses affaires à Lyon, qu'il est déjà le joueur du mois côté lyonnais. Apparemment, Jean, il n'est pas vraiment à 100%. Il a un problème au mollet, ça fait 2 ou 3 semaines qu'il joue avec cette douleur-là. Et si on parle encore de la défense, voilà, Real pense que Juan Martinez est prêt maintenant à jouer avec l'équipe première. Ça fait quelques semaines qu'il est toujours à l'entraînement. Des fois, il est appelé, mais il ne joue pas. On a des problèmes défensifs. Laissez ce petit-là s'exprimer aussi. On a envie de voir. Vous voyez la tête de Pérez, la stat que je vais vous donner, j'étais comme ça aussi. En 76 matchs, on a encaissé 96 buts en 2025. Ça veut dire que défensivement, on est vraiment catastrophique. On va terminer sur une note positive. Après le succès en 2025, la NFL va débarquer encore une fois en 2026 de notre stade Santiago Bernabéu. Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se mardi matin. L'actu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. On commence avec notre victoire hier 2-1. Voilà, oui, je sais que dans le jeu, c'était pas trop ça. Mais on a pris les 3 points. On reste à 1 point du Barça. C'est très bien. À la Madrid et nada más. C'est confirmé pour Jude Bellingham. Sera absent pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, voici tous les matchs qui vont manquer. Déjà, les 2 matchs face à Benfica. Match aller, match retour. Pendant la conférence de presse, Arbeloa va confirmer que voilà, c'était un match compliqué. Tout le monde a vu qu'il voilà, il retient l'effort de ses joueurs et que le public, voilà, ils ont le droit de siffler ou pas, mais qu'il y a eu de l'encouragement et c'est ça qu'il attend à chaque match. Et selon Valverde, on a fait un grand match et qu'il fallait changer l'image par rapport au match précédent face à Benfica, chose qu'ils l'ont fait, entre guillemets. Mais bon, encore une fois, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel. On a Thibaut Courtois qui a lâché sur Instagram. Voilà, on n'a rien lâché jusqu'à la dernière minute. Il faut garder cette énergie positive pour
continuer à s'améliorer à la Madrid et à la masse. Ensuite, on a Ceballos sur cette action-là qui a déclaré qu'il voilà, il a eu un peu mal sur le coup, mais bon, qu'il espère être là présent pour le match face à Valence. T6, une fois qu'il est rentré à la maison, il a dit qu'il a regardé les images, qu'il voilà, il s'est rendu compte qu'en fait, voilà, c'était un peu dangereux à son action. Il s'est excusé auprès de Ceballos. Ça a chauffé entre les deux Marocains. À votre avis, pourquoi? Les séquelles de la CAN est encore présent. Coup dur pour Nicopas qui a raté son penalty. Voilà, il était en larmes, mais bon, petit, relève la tête. Si tu viens comme ça au Real, ça va mal se passer. Ici, là, il faut du cardio, hein. Côté Mercato, mes Madridistas, apparemment, Bournemouth a fait une proposition au Real pour Fran Garcia. Même Fran Garcia, lui, il était partant, hein. Mais Real, ils ont refusé. Oui, oui, oui. Et de l'autre côté, apparemment, Milan AC sont prêts à poser 30 millions pour Asensio. Est-ce qu'on laisse Asensio partir pour 30 millions, sincèrement? Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se lundi matin. L'actu foot côté Real, on se mercredi matin. C'est parti. Après 2 jours de repos, reprise d'entraînement prévue pour aujourd'hui. La méthode Pintos, bientôt il va mettre ça en place, surtout que maintenant en semaine il n'y a pas de match à part le 17 et le 25 février. En attendant, Pintos il aura du temps de travailler physiquement les joueurs. Certes, il y a eu 2 jours de repos, mais Jude Bellingham et Ceballos étaient présents hier à Valdebebas. En parlant de Jude Bellingham, voici une photo qu'il a postée en disant « La vie continue ». On vous a prévenu que Real n'aime pas faire les mercatos pendant l'hiver. Voilà, la preuve en elle-même. La dernière fois, c'était Brahim Diaz. C'était en 2019, donc il y a 7 ans. Et en plus de ça, dans la tête des dirigeants, l'effectif qu'on a actuellement, elle est très bien pour terminer la saison. On a vu que Casemiro va quitter Manchester United à la fin de la saison. Apparemment, il a encore une fois proposé ses services au Real. Mais vous savez très bien que, voilà, Real, ils n'aiment pas ça. Une fois que tu es parti, tu es parti. Surtout que, vu son âge, je ne pense pas qu'ils vont le faire revenir. Mais bon, moi, si tu mets Casemiro devant la défense, il va faire le taf, hein, je vous le dis. Hein. On sait qu'on a des problèmes au milieu de terrain. Voici Thiago Pitard. Hier, il était en pétard face à Marseille en Youth League. Victoire du Real 5-2. Et on termine sur cette information très importante. Apparemment, en Espagne, ils veulent mettre une nouvelle règle en place. En gros, si l'arbitre est appelé plusieurs fois à la VAR, 2 ou 3 fois, ça veut dire qu'il est incompétent. Du coup, il sera sanctionné. Est-ce que c'est bien ou pas? Donc voilà mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se mercredi matin.